Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective sur l'essentiel de l'actualité de la semaine dernière. Pour en parler, nous recevons ce midi un acteur politique. Il s'agit de M. Jean-Jacques Mamba. Il est le porte-parole du MLC. Bonjour et bienvenue, M. Jean-Jacques. Merci, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Rétroactu. Avec vous, nous allons suivre l'essentiel de l'actualité de la semaine dernière. Vous allez, comme à l'accoutumée sur ce plateau, donner votre lecture sur ces différentes actualités. Pour commencer, nous allons commencer avec un sujet qui vous intéresse certainement beaucoup. C'est celui sur la démocratie. Ça fait exactement 25 ans que la RDC a accédé à la démocratie, le 24 avril dernier. C'était donc ce qu'on a appelé l'accès au multipartisme. Pour en parler, nous suivons d'abord ce reportage et nous revenons sur ce plateau. La population zaïroise de l'époque voulait la liberté, la démocratie. Parce que le train-train du impair parti-État ne pouvait plus faire avancer les choses, ni même par rapport à la corruption, par rapport à la mainmise de l'État, par rapport à la mainmise de la chose publique. Et le président Mobutu décidera le 24 avril, lors de son adresse restéo historique et fondamentale, qui mettait fin au impair parti-État et que la démocratie devait sévir. Malheureusement, il avait proposé 3 partis. Parmi les 3 partis, il y avait l'UDPS, le MPR, ainsi que l'UFERI. Les Congolaises et les Congolais, les Zaïroises et les Zaïroises de l'époque ont dit « Niet, nous voulons une démocratie intégrale ». Ce qui nous arrive aujourd'hui à plus de 450 partis politiques. Or, à l'époque, on aurait suivi ne fût-ce que 3, 4 ou 5. On n'en sera pas là où nous en sommes. Nous croyons, après les élections, qu'il peut y avoir de grandes plateformes et que certains partis disparaissent. Hélas, ça continue toujours. Donc nous disons tout simplement, c'est un jour mémorable pour les Congolaises et les Congolais. Quoique l'AFDEL est arrivé ici avec les armes pour prendre le pouvoir jusqu'à ce jour, nous disons que le maréchal Mobutu a laissé la pérennisation de la démocratie. Très bien, monsieur Jean-Jacques, vous venez de suivre le point de vue d'un autre acteur de la vie politique nationale. Alors, quelle est votre lecture au sein du MLC? Écoutez, c'est vrai que ça fait depuis le 24 avril 1990 qu'à l'époque, le maréchal Mobutu avait lancé le processus de démocratisation. Vous avez bien suivi qu'à l'époque, il s'agissait de 3 partis. Aujourd'hui, nous en avons 450. Et il y a plusieurs faits qui ont milité à la prolifération des partis politiques. Donc vous avez d'abord la situation socio-économique, vous avez aussi le fait que la plupart des Congolais se pensent avoir un destin national, que pour être président d'un parti, au lieu d'adhérer à un parti qui existe, une personne qui existe, ils préfèrent être président parce qu'ils se pensent avoir un destin national. Il y a aussi le manque de financement de parti, parce qu'on n'a pas déterminé des règles ou des clés de répartition des deniers publics pour le financement des partis, parce que je vous explique par exemple que dans les pays développés, un parti ne subsiste que quand il a des voix et l'État finance en fonction des voix obtenues pour une élection donnée. Ça veut dire que les petits partis qui n'ont qu'une seule voix disparaissent automatiquement et on a de ce fait des grands courants. Pourquoi je parle de grands courants? Parce que dans l'embougrio que nous avons avec les partis aujourd'hui, vous avez des partis d'extrême gauche, d'extrême droite, des partis du centre qui vont soit dans la majorité, soit dans l'opposition selon leurs affinités. Donc vous allez retrouver par exemple 2 partis comme l'UDPS, qui est un parti de gauche, qui appartient à l'international, membre de l'international socialiste. Vous avez le PPRD qui fait partie de cette même plateforme, mais l'un est dans l'opposition et l'autre dans la majorité. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de fondement idéologique. Les gens vont dans des partis par rapport à une construction assez, je veux dire, physique, une construction de leadership qui est tout à fait physique, qui est tout à fait identifiable à un individu, à un leader, que par des idées qu'il prône. Et donc, si nous n'arrivons pas à organiser le financement des partis politiques, à rétablir les règles, à revoir si on peut retoucher au fait la loi électorale en ce qui concerne la proportionnelle, nous aurons toujours comme ça plusieurs listes dont il faudra plusieurs partis. Et finalement, c'est difficile à gérer parce que lorsque vous avez un gouvernement qui est hétéroclite, un gouvernement dans lequel vous avez des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême
l'extrême droite, il n'y aura pas de politique gouvernementale. Certes, le Premier ministre va donner l'élan, mais des personnes ont des visions tout à fait différentes. Et comme il n'y a jamais eu de compromis politique au fait, dans notre pays, dans le sens d'avoir une politique gouvernementale, mais il y a plutôt des compromis politiques dans le sens de la répartition des sièges, mais pas de la politique, eh bien, les gens vont aller en fonction du fait qu'ils avaient soutenu tel ou tel autre leader, mais pas en fonction du fait qu'ils ont épousé finalement cette idéologie ou ce programme-là et ils adhèrent. Donc je pense que le résultat est tout à fait chaotique. Alors là, je suis en train de dire des 24 années, parce que bon, voilà, avec 450 partis, c'est tout à fait ingérable. Vous avez des partis d'origine tout à fait tribales. Vous avez par exemple le PALU. Je n'ai peut-être pas envie de le dire, mais je vais dire que si on doit remettre le caractère national du PALU, cela va être facile. Il suffit de voir le directoire. Vous allez constater que le PALU a des gens qui sont dans le Bandundu. Vous prenez l'UDPS, c'est aussi pareil. Tout le directoire de l'UDPS, la majorité sont du Kasaï. Nous sommes l'un des rares partis qui préservons, et je crois que notre président national veille à ce que le MLC garde un caractère national et qu'à tous les niveaux de responsabilité, nous ayons toutes les provinces. Parce que bon, maintenant, il y en aura 26, mais au moins que toutes les tendances des provinces soient représentées. Alors aujourd'hui, pour vous, la démocratie, elle n'a pas fonctionné. 25 ans après, on est resté à un stade plutôt embryonnaire. Mais il ne faut pas confondre le fait que la démocratie fonctionne et le fait qu'il y ait prolifération des partis politiques. La démocratie, ce n'est pas... Quand on parle de la pluralité, c'est la pluralité idéologique, mais cela doit se faire dans l'ordre. Il faudrait que aujourd'hui, l'on puisse avoir des grands courants et que tous les petits partis fédèrent autour de ces courants-là, de manière à ce que nous n'ayons que 2, 3, 4, 5, 6 partis au maximum. Parce qu'avec 450, ce n'est vraiment pas gérable. Il faudrait bien au niveau du ministère de l'Intérieur que la classe politique, c'est-à-dire opposition et majorité, se mettent ensemble pour un consensus patriotique, un pacte républicain, pour réorganiser un peu ces choses-là. Je parle en termes de financement d'abord des partis politiques, en termes d'éligibilité pour la création des partis politiques, quels sont ceux qui sont éligibles ou pas, et puis se dire à un certain moment, bon maintenant nous en avons 450, nous n'enregistrons plus des partis politiques, que ceux qui veulent avoir des partis adhèrent dans d'autres partis, et on va commencer comme ça à resserrer, jusqu'à ce que nous ayons quelque chose assez vivable, assez gérable. Alors maintenant, finalement, parlons un peu de votre parti, justement le MLC, vous en parliez tout à l'heure, respect de la représentativité de toutes les provinces de la RDC. Comment aujourd'hui la situation est vécue au sein du MLC? Quel est le climat au sein du MLC? Parce qu'il y en a qui parlent aujourd'hui d'un bicéphalisme au sein de votre parti. Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions suite au choix que notre ancien secrétaire général avait délibérément pris d'aller participer au gouvernement. Donc il l'a fait sans l'aval du parti. Je crois que c'est une discussion qui est assez dépassée à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans une période électorale. Nous allons bientôt déposer nos listes pour les provinciales. Donc c'est le MLC qui va déposer avec la signature et la procuration du président national. Donc je pense que la confusion est venue de là. Mais comme je vous le dis, pour moi, c'est un sujet qui est dépassé. Donc je pense que M. Thomas Louaka, son Excellence le vice-premier ministre, notre collègue, son Excellence M. Kambinga et M. Egwake sont au service de la nation. Je pense que la nation, en ce moment-ci, attend beaucoup d'eux, chacun par rapport à ses différentes fonctions. Et le débat par rapport au parti, je pense qu'il est assez clos. Bon, maintenant, c'est vrai que nous essayons de communiquer assez pour que nos militants puissent cerner les différentes choses telles que nous les percevons et telles qu'elles s'opèrent. Mais en dehors de cela, je pense que tout va normalement bien et nous sommes tout à fait prêts pour les élections qui arrivent. Alors, puisque vous parlez des élections, après cette brillante introduction, nous allons suivre le deuxième dossier de cette rétrospective sur l'essentiel de l'actualité. Et justement, là, on va parler des élections. Puisque vous dites que le MLC est prêt pour les élections, on va savoir si le MLC va aligner aux provinciales ses candidats. Bon, après, est-ce que le public est prête à suivre le MLC aujourd'hui après ces départs? Parce qu'il y en a qui parlent aujourd'hui des départs au sein du MLC. Nous en parlons juste après ce reportage. Apollinaire Malumalu Amoniéré, apparemment fatigué après avoir subi une intervention chirurgicale, a-t-il dit, mais ferme de faire exécuter scrupuleusement le calendrier électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante appelle tous les partenaires au processus électoral à plus de responsabilités. Ce calendrier est exécutoire, donc exécutoire pour tout le monde. Et il est opposable à tout le monde. Et ce calendrier garantit l'équité pour tout le monde.
Ce n'est ni un calendrier de la majorité, ni un calendrier de l'opposition. On a l'avantage que tout ce n'était pas tout. Donc, ça montre bien que la CENI est indépendante, elle a donné un calendrier. Les gens là, tous, ne voulaient pas de ce calendrier. Et bien, nous leur avons dit, c'est ça le calendrier. Mais à partir de là, nous n'allons pas tergiverser. Ce calendrier est exécuté. Donc, nous allons l'exécuter pour tout le monde. Et nous n'allons pas commencer à tergiverser là-dessus. Bien, très bien, nous revenons sur ce plateau. Un calendrier opposable à tous et exécutoire à tout le monde. Exécutoire. Mais écoutez, vous savez, nous avons choisi d'organiser les élections nous avons donné mandat à la CENI d'organiser les élections dans ce pays, donc nous sommes obligés de lui faire confiance. Cela ne nous empêche pas, ne nous interdit pas le droit d'émettre des avis. Et je pense que l'opposition, nous précisément le MLC, nous disons que les élections locales peuvent être envoyées après 2016, c'est-à-dire en 2017 par exemple, parce que logistiquement nous ne sommes pas prêts. Pas plus tard que la semaine passée, la CENI avait demandé plus ou moins 46 millions pour les premières opérations. Le gouvernement n'a libéré que 5 millions. Donc nous avons tiré la sonnette d'alarme. Opposable à tous, oui, mais dans la mesure de la faisabilité. Si c'est faisable, tant mieux. Mais si c'est pour avoir des élections qui vont provoquer des tensions, M. Malou Malou, qui s'est exprimé de cette sorte-là, pourra tirer les conséquences de ses propos. Parce qu'au fait, c'est comme une danse, hein. Il faut plusieurs acteurs pour danser. C'est nous qui allons participer aux élections et nous disons, nous voulons des élections apaisées, responsables et des élections qui soient crédibles. La crédibilité des élections dépend aussi de leur organisation. Donc si dans l'organisation il y a des problèmes, eh bien, M. Malou Malou, qui est apparemment en train de s'entêter par rapport aux différentes propositions que l'opposition fait, portera la responsabilité de ses propos. Mais pour nous, nous avons fait notre part. Aux élections, nous y serons. Il faut 711 candidats pour les provinciales. Nous les avons. Nous allons les présenter. Autant qu'il en faudra pour les locales, nous les présenterons. Mais nous disons, organisons les choses de manière plus responsable. Tenons compte de nos faiblesses, de notre incapacité, parce que nous avons un État qui est presque en faillite. Donc, tenons compte de cela et faisons des choses de manière à ce que le climat reste apaisé. Mais quand la CENI vous répond pour dire que, oui, elle tient compte de tout ça, mais elle veut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence par les provinciales et que justement ces premiers financements de 5 millions puissent financer ces premières élections et que, bon, d'ici à l'organisation de ces élections, l'argent puisse arriver et qu'on continue dans la suite jusqu'à l'élection présidentielle. Vous, à l'opposition, vous demandez à ce qu'on commence par la présidentielle et qu'on termine par les autres élections. Non, l'idée avancée par le MLC, c'est d'abord d'épurer l'arriéré électoral. Aujourd'hui, nous avons les députés provinciaux qui ont plus ou moins 7 ans. Okay, ça, c'est tout à fait incohérent. Donc nous disons, nous allons d'abord apurer le retard électoral, c'est-à-dire organiser les provinciales, les sénatoriales et les gouverneurs, et ensuite passer directement aux élections présidentielles. Donc vous n'êtes pas vous ne partagez pas le même point de vue que ces autres membres de l'opposition qui demandent qu'on passe directement à l'élection présidentielle. Non, en fait, je ne parle pas au nom de l'opposition. Je suis en train de parler au nom du MLC, parce que je suis porte-parole du MLC. Le MLC dit, et d'ailleurs je vous le dis, que nous allons déposer nos listes pour les provinciales. Cela ne nous pose aucun problème. Nous sommes là aussi pour accompagner la CENI, qui est un organe technique, en lui disant, faisant nos propositions, que voilà, les provinciales, nous pouvons les faire, parce que nous avons le temps cette année de les faire. Au suffrage indirect, comme les gouverneurs de ville et les sénateurs, on le fera sans problème. Et ensuite, nous faisons un cap sur l'élection présidentielle et législative. Ce que nous demandons, nous sommes demandeurs que les locales soient simplement postposées. Maintenant, pour le reste des élections, c'est-à-dire l'apuration des arriérés, et les élections qui constitutionnellement sont obligatoires dans un délai bien prescrit dans la Constitution présidentielle doivent être faites dans les temps. Et pour cela, nous insistons et nous sommes tout à fait catégoriques. Maintenant, c'est vrai qu'on pouvait se passer de toutes les élections, mais je ne pense pas qu'il y ait il y ait des raisons valables de ne pas faire les provinciales. Je reviens avec ma question de tout à l'heure. Quelle est la position justement du MLC? Parce qu'il y a d'autres acteurs politiques de l'opposition qui veulent que l'élection présidentielle soit celle qui soit organisée en premier. Quel est votre point de vue en tant que MLC? Je viens de vous dire que nous sommes prêts pour les élections provinciales et que nous allons déposer nos candidatures. Ça, on a compris. Cela veut dire que nous voulons passer aux provinciales. Notre seule exigence est que les locales soient postposées. Donc notre position, nous MLC, c'est de faire
les provinciales, les sénatoriales, les gouverneurs de ville et les présidentielles. C'est-à-dire on apure les arriérés et on attaque directement les élections législatives et présidentielles de 2016. Ça, c'est notre position. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la population a encore confiance finalement dans cette opposition? Vous, en tant que MLC, comment jugez-vous cette population? Quel est le regard de la population face à vous en tant que MLC, face aussi aux autres partis de l'opposition? Parce qu'on sent une sorte de fatigue aujourd'hui au sein de la population face à ces acteurs politiques de l'opposition dans la rue. On voit le public dire, bon, écoutez, ils sont tous du même poil. Écoutez, vous avez parfaitement raison et je peux comprendre le désarroi dans lequel la population se trouve, de voir en face d'elle des personnes prétendument appelées ou faussement appelées opposants, qui le lendemain peuvent changer de langage alors qu'il y a des archives aujourd'hui avec les nouvelles technologies où on peut bien retranscrire les interviews d'il y a 2-3 ans. Vous allez trouver quelqu'un il y a 2-3 ans qui disait que M. Kabila, M. Mouzito ou M. Matata ne sont pas des bonnes personnes pour gérer ce pays, qui aujourd'hui traite M. Matata et M. Kabila de visionnaires. Oui, c'est vrai que la population est en désarroi. Mais est-ce que la population a le choix? Est-ce que l'abandon ou la capitulation est la bonne solution? Oui, c'est vrai qu'il y aura toujours des acteurs politiques qui auront des bons discours, qui parleront en français, qui vont bien s'exprimer pour dire des choses qu'ils ne pensent pas, des choses en lesquelles ils ne croient pas, et qui vont poser des actes contraires. Ça existera toujours dans tous les pays du monde. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui de se choisir des bons dirigeants, le discernement qu'ils doivent avoir de choisir les bons partis, les bons acteurs politiques, ils doivent capituler, ils doivent se résigner? Non, moi je ne pense pas. Je pense que la bonne attitude de la population, c'est de dire oui, maintenant nous avons mûri, oui, depuis le 24 avril 1990, on a vu des opposants défiler qui ont changé Kazakh, oui, nous avons vu tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons pour choisir les vrais? Et moi je dis que parmi les partis crédibles, s'il y en a deux ici au Congo-Kinshasa, le MLC fait partie de ces partis.